J'ai 83 ans. Je m'appelle Laura Grace et depuis 15 ans, je vis complètement seule. Mes enfants pensent que c'est triste. Mes amis me demandent si je suis seule. Tout le monde suppose que j'attends quelque chose de mieux. Ils ne comprennent pas. Vivre seule m'a donné 9 avantages dont personne ne parle. 9 choses que je n'ai jamais eues en 68 ans de mariage et de maternité. Des avantages qui semblent impossibles jusqu'à ce que vous les viviez vous-même. Parce que je pensais qu'être seule voulait dire être solitaire, que j'avais échoué, que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais j'avais tort. Vivre seule ne m'a rien pris. Cela m'a donné 9 choses précises que je n'avais jamais eues auparavant. Des choses dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Des choses qui ont transformé le chapitre le plus effrayant de ma vie en le meilleur. Si vous vivez seul maintenant, ou si vous devez y faire face un jour, ou si vous vous demandez ce qui se passe réellement quand tout le monde part et qu'il ne reste que vous avez besoin d'entendre cela. Parce que ces 9 avantages ne sont pas ce que l'on m'avait dit d'attendre. Et ils ont tout changé. Au début, il y avait certaines phrases que tout le monde n'arrêtait pas de me dire. Mes enfants, mes amis, même des inconnus. Vous devez être tellement seul. Ça ne vous manque pas d'avoir quelqu'un près de vous? Vous ne seriez pas plus heureuse avec de la compagnie? Comme si vivre seul était un problème à régler, un vide à remplir. Je les ai crus au début. J'ai passé la première année après la mort de Vincent à essayer de prouver que je n'étais pas seule. J'ai rejoint des groupes qui ne m'intéressaient pas. J'ai accepté des invitations dont je n'avais pas envie. J'ai gardé la maison pleine de bruit et d'activités parce que je pensais que c'était ce que j'étais censée faire, ce que les gens normaux faisaient. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'avais dormi jusqu'à 8h30 simplement parce que je le pouvais. J'ai pris mon petit déjeuner à 10h. J'ai dîné à 4h30 parce que j'avais faim à ce moment-là. Personne avec qui me coordonner. L'horaire de personne à accommoder, juste le mien. C'était la première chose que j'ai découverte à propos du fait de vivre seul. On peut être exactement qui l'on est. Pendant 46 ans, je me suis modelée autour de Vincent, autour des enfants, autour de ce qu'il fallait faire. Je me levais quand ils avaient besoin que je sois réveillée. Je mangeais quand les repas étaient attendus. J'allais me coucher quand la maison était enfin calme. Je ne me suis jamais demandé ce que je voulais, quel était mon rythme, ce qui me semblait naturel. Mais en vivant seule, j'ai découvert que je suis du matin. Vraiment du matin. J'aime être debout tôt quand la lumière est douce. J'aime mon café sur le porche en regardant les oiseaux. J'aime le silence du matin, pas la radio, pas la télévision, juste le calme. Cela paraît petit, mais ça ne l'est pas. Pour la première fois de ma vie, je vivais selon mon propre rythme, sans m'adapter, sans compromis. Juste être. Je dîne à 4h30 maintenant, parfois à 4h, quand j'ai faim. Pendant des années, j'ai attendu jusqu'à 6h, parce que c'est à cette heure-là que les familles dînent. C'est ce que Vincent attendait. Mais Vincent n'est plus là. Il n'y a plus d'enfants à nourrir, pas d'horaire autre que le mien. Alors je mange quand j'ai faim. Je vais me coucher quand je suis fatiguée. Je me réveille quand mon corps est prêt. Ces petites permissions sont devenues ma vie. Une vie vécue selon mes propres conditions. J'ai aussi découvert ce que j'aime vraiment, ce que je préfère vraiment. Il s'avère que je n'aime pas les banalités. Je n'ai jamais aimé cela. J'ai passé des années à en faire parce que c'est ce qu'on fait, ce que font les femmes, ce que font les mères. Mais je n'aime pas cela. Je préfère le silence aux mots vides. Je préfère une conversation profonde à 10 conversations superficielles.
J'ai découvert aussi que je réfléchis mieux quand je marche. Cela a toujours été le cas. Mais je n'avais jamais eu le temps de simplement marcher pour réfléchir. Maintenant, je marche presque tous les après-midi, pas pour faire de l'exercice, pour y voir clair. J'ai découvert que je préfère les matins aux soirées, le temps frais à la chaleur, la lecture à la télévision, être dehors plutôt qu'à l'intérieur, écrire plutôt que parler, le calme plutôt que le bruit. Cela semble être de petites choses, mais ce n'en sont pas. C'est l'architecture d'une personne, la base de ce que vous êtes. Et je n'avais jamais pris le temps de le remarquer, de demander, d'y prêter attention. Vivre seul m'y a forcé, parce qu'il n'y avait personne d'autre autour de qui me façonner, juste moi, en train d'apprendre qui j'étais réellement. Et cette découverte, ce lent déploiement de soi, c'était comme rencontrer quelqu'un que j'avais toujours connu sans jamais lui avoir prêté attention. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est la paix, la vraie paix. Pas l'absence de bruit, mais la présence du calme. Je m'assois sur mon porche presque tous les soirs maintenant. Je m'assois, c'est tout. J'écoute les oiseaux. Je regarde la lumière changer. Il ne se passe rien, mais tout se passe. Mes pensées se posent, mon corps se détend. Je me souviens de choses que j'avais oubliées. L'odeur de la cuisine de ma mère, les mains de mon père tenant un journal, le bruit de la pluie sur le toit de notre ancienne maison. De petits souvenirs qui ne viennent que dans l'immobilité. Pendant des années, la paix me semblait être un échec, comme s'il manquait quelque chose. Je remplissais chaque moment, je restais occupée, je restais productive, parce que rester assise sans bouger voulait dire qu'on était paresseuse, improductive, en train de perdre son temps. Mais maintenant je comprends, la paix n'est pas vide, elle est pleine. Il faut simplement rester immobile assez longtemps pour le remarquer. Avant, je laissais la télévision allumée toute la journée. Du bruit de fond, de la compagnie. Même quand je ne regardais pas. Même quand ce n'était que des publicités. Parce que le silence semblait trop lourd, trop bruyant à sa manière. Un matin, le courant a été coupé pendant 6 heures. Je suis restée assise dans ce silence, et au début c'était insupportable. Trop calme, trop immobile. Mes pensées étaient trop fortes, trop présentes. Mais au bout d'une heure, quelque chose a changé. Le silence a cessé de sembler vide. Il a commencé à sembler paisible. J'ai remarqué des sons que je n'entendais jamais avant. L'horloge qui tic-taquait, la maison qui travaillait, les oiseaux dehors, ma propre respiration. Quand le courant est revenu, je n'ai pas rallumé la télévision tout de suite. Je suis restée un peu plus longtemps dans ce calme. Maintenant, je l'allume rarement. Seulement quand j'ai réellement envie de regarder quelque chose. Le silence est devenu mon compagnon, pas mon ennemi. Un espace où je peux penser, ressentir, me souvenir, traverser ce que j'ai à traverser sans distraction, sans échappatoire, juste être avec moi-même. Et laissez-moi vous dire quelque chose, cette paix m'a sauvée. Les jours où j'avais l'impression de n'avoir aucune raison de continuer, je m'asseyais sur ce porche et ce silence me tenait debout. La troisième chose que vivre seul m'a donné, c'est le contrôle. Un contrôle total sur mon espace, mon environnement, mes affaires. L'année dernière, j'ai peint ma chambre en jaune, jaune vif. Ma fille est venue pendant que je peignais. Elle a dit que c'était criard, trop fort, trop. Elle a suggéré un joli beige ou un gris doux. J'ai peint en jaune quand même, c'est ma chambre, ma maison, mes yeux qui la voient chaque matin. Et j'adore cela. Je me réveille avec ce jaune et je me sens heureuse. Vincent aurait détesté cela.
il m'en aurait dissuadé. Il aurait dit que ce n'était pas pratique, ou trop audacieux, ou pas approprié pour quelqu'un de mon âge. Mais Vincent est parti. Et maintenant c'est moi qui choisis. J'ai arrangé mes meubles exactement comme je les aime. Je garde la maison exactement comme je la veux. Parfois cela veut dire propre. Parfois cela veut dire laisser la vaisselle jusqu'au matin. Parfois cela veut dire des livres empilés sur chaque surface. Parfois cela veut dire du désordre. Mon choix, celui de personne d'autre. Personne qui commente, personne qui suggère, personne qui réorganise, juste moi. Cela va paraître ridicule, mais j'ai acheté un canapé rouge vif l'année dernière, complètement peu pratique. On y voit chaque grain de poussière. Il ne va avec rien. Mais j'en avais envie. Je l'ai vu dans une vitrine. Impossible d'arrêter d'y penser. Alors je l'ai pris. Mon aîné a dit que c'était trop audacieux, que cela jurait avec tout le reste. Mais je m'en fiche. Je m'assois dessus tous les soirs. Il me fait encore sourire. Cette liberté de choisir, de prendre des décisions sans consulter, sans compromis, sans se justifier, est enivrante. Je n'avais jamais eu cela avant, même pas enfant. Il fallait toujours prendre quelqu'un d'autre en considération. Ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin, ce qu'il penserait. Maintenant, je ne prends en considération que moi, et c'est suffisant. La quatrième chose que j'ai découverte, c'était l'espace physique, l'espace émotionnel, l'espace mental, l'espace pour penser, pour ressentir, pour simplement être. Quand on vit avec quelqu'un, même quelqu'un qu'on aime, il y a toujours une conscience de sa présence, de ses besoins, de ses humeurs, de son énergie. On ne peut pas se détendre complètement. On ne peut pas lâcher prise complètement. On ne peut pas être complètement soi-même. Il y a toujours une partie de soi qui joue un rôle, qui gère, qui s'adapte. Mais en vivant seul, je peux arrêter de jouer un rôle. Je peux rester en peignoir toute la journée si je veux. Je peux pleurer sans expliquer. Je peux rire devant quelque chose à la télévision sans partager pourquoi. Je peux être triste sans que quelqu'un essaie de réparer cela. Je peux être heureuse sans que quelqu'un remette cela en question. Je peux simplement exister sans devoir jouer l'existence pour quelqu'un d'autre. Cet espace est devenu sacré. Il est devenu l'endroit où j'ai guéri, où j'ai grandi, où je me suis retrouvée. Je ne réalisais pas toute l'énergie que je dépensais à gérer les sentiments des autres, les besoins des autres, m'assurer que Vincent ne se sente pas seul, que les enfants se sentent aimés, que tout le monde soit heureux. Mais je ne me suis jamais assurée que moi j'étais heureuse. Je ne me suis même jamais demandé si je l'étais. Maintenant, je me le demande tous les jours. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je suis en paix? Et la plupart des jours, la réponse est oui. Et cette question, cette simple question, a changé ma vie. La cinquième chose que vivre seul m'a donnée, ce sont de meilleures relations. Cela semble à l'envers, mais c'est vrai. Quand vous n'êtes pas constamment entouré de gens, les interactions que vous avez deviennent plus significatives. Je vois mes enfants moins souvent maintenant qu'immédiatement après la mort de Vincent. Mais quand je les vois, c'est mieux. Je ne suis pas désespérée d'avoir leur compagnie. Je ne les appelle pas par solitude. Je ne les garde pas au téléphone plus longtemps qu'ils ne veulent rester. Alors, quand nous sommes ensemble, c'est parce que nous le voulons. Pas parce que j'ai besoin qu'ils comblent un vide. Cela change tout. Cela rend les choses plus légères, plus faciles, plus vraies. Ma fille Linda vient une fois par mois maintenant. Nous nous asseyons sur le porche. Nous buvons du café. Nous parlons. Pas des obligations ou des horaires ou de ce qu'il faut faire. Nous parlons simplement de sa vie, de la mienne, de rien et de tout. Et quand elle repart, je ne me sens pas vide.
Je ne me sens pas abandonnée. Je me sens remplie par la conversation, par le lien, parce que c'était réel, pas forcé, pas obligatoire. Mon amitié avec ma sœur Jean s'est approfondie aussi. Nous parlons une fois par semaine. Nous parlons vraiment. Pas des prises de nouvelles obligatoires. Elle me parle de sa vie, je lui parle de la mienne. Et parce que j'ai une vie, que des choses se passent, que j'ai des pensées et des observations issues de mes journées, je ne suis pas simplement en train de rapporter ma solitude. Je partage de vraies expériences, les marches que je fais, les livres que je lis, les choses que je remarque. Nos conversations sont plus riches maintenant, plus équilibrées, plus vraies, parce que je ne suis pas un fardeau qu'elle doit gérer. Je suis sa sœur, son amie. Vous savez ce qui m'a le plus surprise, c'est que la solitude venait du fait d'être nécessaire, pas du fait d'être seule. J'étais plus seule dans un mariage que je ne le suis dans la solitude. La 6e chose que vivre seul m'a donnée, c'est la confiance, la vraie confiance, pas celle qu'on simule, celle qu'on gagne. J'ai appris que je pouvais prendre soin de moi, gérer les choses, résoudre des problèmes, apprendre à utiliser une perceuse. L'année dernière, cela semblait ridicule à 83 ans, mais je voulais approcher des étagères et j'en avais assez d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. J'ai regardé une vidéo en ligne, j'ai acheté une perceuse dans un magasin de bricolage. Je suis rentrée chez moi et je l'ai fait moi-même. Les étagères ne sont pas parfaitement droites, l'une est un peu de travers, mais elles sont à moi, c'est moi qui les ai posées. Ce sentiment de capacité, de ne pas être impuissante, est puissant. Surtout quand on a passé des décennies à entendre dire qu'on a besoin d'aide, quand tout le monde suppose qu'on ne peut pas, qu'on est fragile, qu'on a besoin d'être protégé. Mais je n'ai pas besoin d'être protégée. Je peux me protéger moi-même. J'ai réparé un robinet qui fuyait. J'ai changé mes propres ampoules. J'ai appris à gérer mes propres finances. J'ai compris comment utiliser l'ordinateur, comment payer les factures en ligne, comment naviguer dans des choses pour lesquelles j'avais toujours dépendu de Vincent. Pas parce que je devais, parce que je pouvais. Et découvrir que je pouvais a changé la façon dont je me voyais, non pas comme quelqu'un dont il fallait s'occuper, mais comme quelqu'un de capable, compétente, forte, quelqu'un qui pouvait gérer ce qui arrivait. Cette confiance s'est étendue à d'autres domaines. J'ai commencé à dire non quand je n'avais pas envie de faire quelque chose, à poser des limites que je n'aurais jamais posées avant, parce que j'avais appris que je pouvais survivre seule. Je n'avais pas besoin de plaire à tout le monde. Je n'avais pas besoin d'approbation. J'avais juste besoin d'être moi-même, et c'était suffisant. La 7e chose, c'était redécouvrir les petits plaisirs, des choses que j'avais oublié aimer, des choses pour lesquelles j'avais cessé de prendre du temps. J'ai commencé à écrire l'année dernière. Rien de sophistiqué, juste des pensées, des souvenirs, des choses que je remarque. Je n'avais jamais écrit auparavant. Je n'avais jamais pensé pouvoir le faire. Mais un mardi matin, je n'avais rien à faire et un cahier vierge. Alors j'ai commencé juste pour voir ce qui se passerait. Maintenant, j'écris la plupart des matins. Une partie est mauvaise, une autre non. Mais c'est à moi, ma voix, mes pensées sur le papier. Personne ne le lit. Personne n'a besoin de le lire. C'est juste pour moi et c'est suffisant. J'ai aussi commencé à cuisiner autrement. Pas pour la nutrition, pas par nécessité, pour le plaisir. Je fais des choses que je n'avais jamais essayées auparavant. J'expérimente. J'échoue souvent. Je m'en fiche. La semaine dernière, j'ai essayé de faire du pain. Il est sorti dense et lourd, immangeable en vérité. Mais le processus était agréable. L'odeur de la levure, la sensation de la pâte sous mes mains, la satisfaction d'essayer quelque chose de nouveau. J'essaierai encore ou pas? Dans les deux cas, c'est très bien.
J'ai commencé à jardiner aussi. Petit jardin derrière la maison. Rien de sophistiqué. Mais je fais pousser des tomates, des herbes, quelques fleurs. J'y passe mes matinées, les mains dans la terre, le soleil sur le visage. Pas parce qu'il faut le faire, parce que cela me procure de la joie. C'est cela que vivre seul m'a donné, la permission d'essayer, d'échouer, de jouer sans jugement, sans avoir à expliquer, sans que quelqu'un se demande pourquoi je perds mon temps. Le temps passé à faire des choses qui vous rendent heureux n'est jamais perdu. La 8e chose que j'ai découverte, c'est la créativité. La vraie créativité. Celle qui a besoin d'espace, de temps et de la permission d'être mauvais à quelque chose pendant qu'on apprend. Je ne m'étais jamais considérée comme créative. Je n'avais jamais eu le temps de l'être. Mais en vivant seule, j'ai commencé à remarquer que j'avais des idées, des impulsions, des curiosités. J'ai commencé à les suivre. J'ai essayé la peinture pendant un moment. Je n'étais pas douée, mais j'aimais le processus. J'ai essayé d'apprendre le piano avec des vidéos YouTube. Les doigts trop raides. Mais c'était amusant d'essayer. J'ai commencé à prendre des photos pendant mes marches. Rien d'artistique, juste des choses que j'avais remarquées, des choses dont je voulais me souvenir. Le but n'était pas d'être bonne. Il ne s'agissait pas de produire quelque chose qui en vaille la peine. Il s'agissait simplement de créer, d'explorer, de jouer comme si j'étais à nouveau une enfant. Autorisée à essayer des choses sans avoir besoin d'être parfaite. Cette liberté, cette permission d'être mauvais à quelque chose est rare, surtout quand on vieillit. Quand tout le monde s'attend à ce qu'on soit installé, fixé, qu'on ait fini de grandir. Mais moi, je n'ai pas fini. J'apprends encore, j'essaie encore, je découvre encore. Faites attention à ce détail parce qu'il compte. Quand on arrête d'essayer de faire ses preuves aux autres, on a soudain le courage d'essayer de nouvelles choses. Des choses qui pourraient échouer. Des choses pour lesquelles on pourrait être vraiment mauvais. Mais on les essaie quand même, parce que les enjeux sont différents maintenant. Et maintenant, la 9e chose, et peut-être la plus importante. Quand j'étais mariée, j'étais entourée de gens, mais j'étais complètement invisible. Je vivais avec quelqu'un qui ne me connaissait pas, ne demandait pas, ne se posait pas la question. J'élevais des enfants qui avaient besoin de moi, mais qui ne me connaissaient pas. J'étais constamment entourée de gens sans jamais être réellement en lien. C'était cela, la solitude. C'était cela, l'isolement. Maintenant, je suis seule la plupart du temps. Mais je ne me sens pas seule, parce que je me vois, je me connais, je suis moi-même, et c'est suffisant. J'ai une voisine, Sarah, avec qui je prends un café parfois. Nous nous asseyons sur mon porche et nous parlons. Pas de quoi que ce soit d'important, juste de la vie, de son travail, de sa fille, des choses auxquelles elle pense. Je raccompagne Emma de l'école quelques jours par semaine. Elle me parle de sa journée, de ce qu'elle apprend, de ce qui l'inquiète, de petits liens, mais des vrais, des liens choisis, pas l'obligation, pas le devoir, pas pour remplir le temps, juste du lien. Et parce que je n'en suis pas désespérée, parce que je vais bien seule, cela reste pur, net, facile, pas de ressentiment, pas de fardeau, pas de poids, juste 2 personnes qui choisissent de passer du temps ensemble. Voilà la différence. Quand on va bien seul, les relations deviennent un choix, pas une nécessité. Et les relations choisies sont toujours meilleures, plus légères, plus honnêtes, plus vraies. C'est cela, la 9e chose, apprendre la différence entre être seul et se sentir seul. Ce n'est pas la même chose, même pas de près. Je suis reconnaissante pour ces 15 années seule, d'avoir appris que je suis plus forte que je ne le pensais,
d'avoir découvert que j'aime ma propre compagnie, d'avoir trouvé que la vie que j'avais peur de vivre est devenue la vie que je ne veux plus quitter. Un de mes enfants m'a contacté le mois dernier. Il m'a demandé d'arrêter de faire ces vidéos. Il a dit que les gens parlent. Il a dit que cela les met mal à l'aise. Et je lui ai dit quelque chose que je veux vous dire maintenant. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit des femmes qui regardent et qui pensaient qu'elles échouaient parce qu'elles étaient seules, qui pensaient qu'être malheureuse dans un mariage valait mieux qu'être heureuse par elle-même, à qui on a dit toute leur vie qu'une femme sans homme était incomplète. Je suis ici pour vous dire autre chose. Vous êtes complète, maintenant, telle que vous êtes, seule. Et cette complétude, cette plénitude, c'est la chose la plus puissante que vous puissiez découvrir. Si cette histoire vous est parvenue aujourd'hui, si vous vous êtes senti seul dans une maison pleine, si vous avez peur de vivre seul, si vous êtes déjà seul et que vous vous demandez si cela s'améliore, laissez un commentaire, dites-le moi. Je les lis tous sans exception, et je vous vois. Vous n'êtes pas invisible pour moi. Vous n'êtes pas un échec. Vous êtes quelqu'un qui apprend à vivre selon ses propres conditions. Et cela demande plus de courage que n'importe quoi d'autre. Si vous voulez revenir vous asseoir avec moi, je serai ici, toujours en train d'apprendre, toujours en train de découvrir, toujours parfaitement satisfaite de ma propre compagnie. Abonnez-vous si vous voulez continuer à revenir. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je vous dis la vérité sur le fait de vieillir, sur le fait de vivre seul, sur le fait de trouver un but et la paix quand le monde vous dit que c'est impossible. Parce que ce n'est pas impossible, c'est simplement là, à attendre que vous soyez assez courageux pour essayer. Prenez soin de vous, quoi que cela veuille dire pour vous. Et souvenez-vous, être seul n'est pas quelque chose qu'il faut réparer. Parfois, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. C'est ce que je fais maintenant. Je célèbre ma propre vie. Et vous pouvez le faire aussi.